Bien, bonsoir tout le monde à cet autre débat. Avant de laisser la place à notre animateur vedette. Et donc, j'ai quelques petits messages. Et donc, le Mouvement Québec indépendant produit ce magazine que vous connaissez très bien, même maintenant pour la plupart. C'est notre dernier numéro paru cet été avec sur les droits autochtones au Québec. Donc, un débat qu'on a tenu ici l'hiver passé, avec notre indépendantiste en façade qui est Daniel Boucher. On a également à l'entrée l'autre magazine, le précédent, avec sur la politique étrangère du Québec, d'un Québec indépendant, avec Isabelle Blais en page couverture. Vous pouvez vous les procurer, le coût de 15 $. Ceux qui, donc les gens qui sont intéressés, qui n'ont pas encore le magazine, vous pouvez rentrer sur notre, on a des feuilles comme ça à l'entrée, donc vous pouvez scanner et pour contribuer au magazine, contribuer au Mouvement Québec indépendant. On vit de vos dons et de l'abonnement au magazine, donc on est peut-être un petit peu loin d'un profit à venir, mais donc chaque numéro là, dépend de votre généreuse contribution et ainsi que votre participation à la salle, si votre contribution volontaire nous aide à payer la location de la salle. Donc, vous pouvez également faire des dons, vous enregistrer sur le Mouvement Québec indépendant, vous pouvez vous abonner au magazine ou renouveler votre abonnement à ce numéro. Puis également, vous allez retrouver sur la table d'accueil l'autre journal, donc le journal de l'autre journal. Vous pouvez en prendre une copie, c'est gratuit. Puis également, Martine de Climat Québec a des documents sur Test Canada, donc des positions de Climat Québec sur certains dossiers. Donc, je laisse la parole à Gilbert et à ses conférenciers panélistes. Merci Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. C'est un plaisir de vous rencontrer, plusieurs d'entre vous qui sont des habitués et d'autres personnes qu'on voit pour la première fois, probablement attirés par ce sujet passionnant et important qui est celui de l'immigration dans un Québec indépendant. Alors cette année, en collaboration avec la revue L'Action nationale, nous donnons une deuxième vie aux dossiers qui sont publiés dans l'Action nationale depuis septembre de l'année passée, de 2024. Et on organise presque à tous les mois un débat dans la perspective de penser le Québec indépendant. On parle beaucoup de politique dans les médias, mais généralement, on parle de la politique provinciale. Nous, on est intéressés par la politique du Québec indépendant, la politique nationale. Qu'est-ce qu'on a comme problème actuellement qui sont directement reliés à notre statut de dépendance politique, où la moitié de nos budgets, la moitié, même un peu plus de nos conférences, de nos compétences, toutes les compétences régaliennes sont à Ottawa. Et comment ça pourrait se passer compte tenu de ce que, malgré tout, avec l'État provincial, on a fait au Québec. On a développé, étonnamment, même si c'est pas clair que nous avons une compétence, la compétence est partagée en culture, on a développé quand même énormément d'organismes en culture et dans d'autres domaines aussi. Donc, dans ces débats, c'est le 8e ce soir, nous prenons un secteur de notre vie collective et nous reprenons le dossier qui a été publié dans l'Action nationale au cours de l'année précédente. Alors, à date, on a tenu les débats suivants sur communication et culture, c'était le premier. Ensuite, la politique étrangère. Ensuite, la monnaie et le commerce. Les droits des Autochtones. La recherche, le développement et l'innovation. La main-d'œuvre. Et le plus récent, la défense dans un Québec indépendant, qui était le 7e. Alors, ce soir, nous attaquons au dossier de l'immigration, qui est une question d'avenir et un défi à relever pour le Québec, et comment l'immigration
pourrait-elle se développer et pourrait-elle être reçue dans un Québec indépendant? Alors, pour nous en parler, nous avons invité Marc Termotte, qui a publié le dossier sur l'immigration dans l'Action nationale, et nous lui avons demandé de venir nous le présenter. Alors, Marc est un démographe réputé, docteur en sciences économiques de l'Université catholique de Louvain. Il a été il est professeur associé du département de démographie de l'Université de Montréal. Il a été de 2009 à 2016 président du comité de suivi de la situation linguistique à l'Office québécois de la langue française. Il a publié de nombreuses études sur les mouvements migratoires et également il a publié plusieurs études sur les perspectives démolinguistiques du Québec et de la région de Montréal. Alors Marc va nous présenter son dossier. Par la suite, nous avons invité deux commentateurs, si on veut, qui vont aussi nous fournir leurs propres opinions sur le sujet. Alors Anne-Michèle Meix, qui a été longtemps au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Elle a été également directrice de la recherche et de l'évaluation à l'OQLF, à l'Office québécois de la langue française. Et depuis sa retraite en 2019, elle publie régulièrement sur la question de l'immigration, notamment dans l'autre journal. Et également, elle a publié en 2023 un ouvrage remarqué qui s'intitule « L'immigration au Québec, comment on peut faire mieux ». Alors, j'aimerais ça qu'elle nous dise comment on peut faire mieux aussi avec l'indépendance, comment on peut faire mieux maintenant et comment on peut faire mieux, encore mieux, quand on sera indépendant. Ensuite, nous avons invité Mario Polaise, qui est professeur émérite à l'INRS. Alors, Mario, nous, on ne s'est pas vus depuis 50 ans. C'était au moment du référendum de 1980. Alors, Mario était co-directeur, dans le fond, de l'équipe qui préparait les dossiers sur la souveraineté association. Et Jean-Pierre Charbonneau et moi, nous avons utilisé ces dossiers pour préparer l'ouvrage « L'Option », qui a été publié à ce moment-là. Évidemment, c'était les documents du comité Bonin, du nom de son président, qui avait été mandaté par le premier ministre René Lévesque pour analyser diverses formules d'association avec le Canada, dans l'optique d'un Québec souverain. Il est membre fondateur de l'Association des économistes du Québec. Il a abondamment écrit sur l'économie des villes et des régions. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études urbaines et régionales, qu'il a détenue de 2001 à 2015. Et son ouvrage le plus récent a été lui aussi très remarqué. Il s'intitule Le Miracle québécois, récit d'un voyage d'ici et d'ailleurs, qu'il a publié en 2021 aux éditions du Boréal. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je vais donner la parole à Marc Termotte pour qu'il nous présente un résumé de son dossier sur l'immigration dans un Québec indépendant. Alors, on vient de dire que l'immigration est un sujet important. Il est plus qu'important, il est émotivement très important. Et on réagit souvent à ce sujet en termes émotionnels. Malheureusement, on entend des preuves. La première chose à faire, me semble-t-il, quand on réfléchit à une politique d'immigration, c'est de se demander à quoi peut servir l'immigration. Quels sont les objectifs possibles d'une politique? Il n'y a pas de micro. On entend le micro, malheureusement. Il faudrait parler plus fort. Crier plus fort, je suis épuisé. Ce serait peut-être mieux de montrer mon esprit démocratique et de me tendre au mieux de vous. Oui, ce serait peut-être plus. Ça sera démocratique. C'est comme tu veux. Le film. Attention. Le premier objectif, c'est un objectif démocratique, évidemment. C'est dommage qu'il n'y a pas de micro. Hein. Ben oui. C'est un objectif démographique dans la mesure où, bien, par définition, faire venir des immigrants, ça fait augmenter la population. Est-ce que c'est ça le but?
Est-ce qu'on veut vraiment que le Québec grossisse ou est-ce qu'on va accepter qu'il baisse? Bien, il faudra, à mon avis, accepter qu'il baisse. Pourquoi? Parce que on a l'art au Québec de passer d'un extrême à l'autre. En 1960, le Québec était champion mondial parmi les pays industrialisés en termes de fécondité. 4 enfants par femme. C'est incroyable. En 10 ans, on est passé de 4 à 2. Et puis on a continué à baisser, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans une situation où on fait à peine la moitié du nombre d'enfants requis simplement pour rester stable, pour garder constant la population. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un problème fondamental. Maintenant, dire qu'on va régler ce problème grâce à l'immigration, je veux autant dire, oublions ça. L'impact de l'immigration sur la croissance démographique ou la décroissance, comme vous voulez, dans quel point de vue, est marginal finalement. Il faudrait faire venir au moins 50 000 de plus chaque année, rien que pour garder constant la population actuelle. C'est quasiment utopique. L'autre idée qu'on avance parfois, oui, mais ça va rajeunir la population. Encore une fois, c'est une utopie. On va gagner quelques mois d'âge moyen en faisant venir des immigrants. C'est pas parce qu'on a 30 ans, l'âge moyen de l'immigrant c'est 30 ans, l'âge moyen de la population actuellement c'est 44, 43, 44. On va gagner quelques mois en faisant venir des immigrants. Oublions donc, à mon avis, là, on est ici pour discuter, c'est pour ça que je vais aller très vite. L'impact économique, on nous resserre toujours que ça va avoir un impact, ça va nous enrichir. Toutes les études dans tous les pays d'immigration, quelle que soit la méthode utilisée, quelle que soit la période de la méthode utilisée, toutes les études arrivent au même résultat, l'impact est nul. Et il est même parfois, et pour le Canada et le Québec, il pourrait bien être négatif dans ce sens que ça fait appauvrir la population. On en a eu un exemple récent, le délégué parlementaire fédéral a sorti il y a quelques mois un rapport qui est passé sous les radars où il dit que si on faisait baisser de 20%, ce qui n'est pas rien, le nombre d'immigrants, ça ferait augmenter de 1,6% le PIB par habitant. Parce que c'est le PIB par habitant qui compte. Dans tout ce débat sur l'impact économique de l'immigration, on sert toujours, oui, mais ça va augmenter le PIB. Ben, c'est évident, ça va augmenter. Si vous ajoutez des travailleurs, ça aussi, si tous les immigrants étaient au chômage, par définition, le PIB va augmenter. Vous va augmenter le nombre de facteurs de production. Donc l'impact économique, oublions-le aussi. Ah, bien sûr, il y a aussi actuellement, dans un Québec non indépendant, non souverain, il y a aussi un impact politique. Le pourcentage de Québec dans l'ensemble canadien. Ça, on l'oubliera heureusement, cet objectif-là, par définition, il n'existera pas si le Québec est indépendant. Et bien sûr, il y a aussi l'aspect culturel et linguistique. Alors là, c'est un peu mon dada principal, évidemment. C'est une utopie, enfin, plutôt, il faut nuancer. C'est faux de dire c'est à cause de l'immigration qu'il y a un déclin du français au Québec. C'est tout à fait faux. Il y a plein de simulations qui ont été faites, entre autres par Jean-Pierre Corbeil, qui a publié un rapport pour l'Office de la langue française, justement. Je m'excuse, j'ai bien introduit, je vous tourne de dos. Et donc, ce que je voulais, j'ai un complexe de supériorité qui fait que j'essaie de rester debout. Donc, l'impact linguistique, il est bien sûr négatif, hein, c'est évident. Là. Les immigrants étant majoritairement non francophones, ça dépend des critères. Hein. Si on prend comme critère la soi-disant connaissance de langue, ça peut encore aller. Ce qui compte, c'est la langue parlée à la maison, parce que c'est celle-là qui va reproduire d'une génération à l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, en soi, c'est évident que l'immigration fait baisser le pourcentage francophone. Mais c'est marginal comme impact. Et Jean-Pierre Corbeil a dit, supposons qu'il n'y ait pas d'immigration, zéro immigration. Ça va continuer à baisser. Pourquoi? Parce que les francophones ne font pas d'enfants. Ça, c'est la raison fondamentale du déclin du français. C'est un peu délicat à dire, et contrairement à ce que certains vont oser dire, je ne suis pas ici un plaidoyer pour une politique nataliste. Au contraire, je trouve qu'une politique nataliste, d'abord, ça ne sert à rien. Ça a un impact marginal. Les fameux bébés bonus voient ça. Mais ça sert l'impact est temporaire. Mais en plus, je trouve ça insultant, injurieux vis-à-vis des femmes. C'est vraiment dire à une minorité de la population,
vraiment une minorité, hein. Les femmes qui ne sont pas stériles, qui ne sont pas stérilisées, dont le conjoint n'est pas stérile, dont le conjoint n'est pas stérilisé, dont le couple fonctionne bien, peut faire des projets à long terme, etc. C'est une minorité de la population, ça. Et c'est demander à ces gens-là, je vais vous donner des sous pour faire un bébé. Je trouve ça insultant et en termes d'équité sociale, c'est inadmissible. Donc la politique nataliste, oublions ça, c'est pas ça la solution. Finalement, il n'y a qu'un seul objectif qui tient vraiment, à mon avis, c'est l'impact de l'objectif humanitaire. Et là, on est déjà pas mal humanitaire. Hein. Un tiers de l'immigration, en gros, est déjà humanitaire pour le Québec. Mais ce n'est pas à Ottawa de décider comment et à quel point on doit être humanitaire. Donc cet objectif-là, il faut le garder. On est déjà très brave à cet égard. Conclusion de tout ça, finalement, pour résumer cette première partie de mon exposé, il reste combien de 5 minutes? Non. Continue, on avait plus. La conclusion de tout ça, c'est de dire, effectivement, l'immigration n'est pas le problème et n'est pas non plus la solution. C'est l'idée qu'on pense toujours que les immigrants vont régler tous nos problèmes. C'est vraiment tout à fait faux. Et l'idée que c'est à cause des immigrants qu'il y a des problèmes, c'est tout aussi faux. C'est un peu ça que j'ai essayé de dire dans cette première partie de ma présentation. Maintenant, cela étant dit, la première chose qu'un Québec indépendant devra faire, c'est justement de décider qu'est-ce qu'on va faire, quels seront nos objectifs. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est ce que je crois, mais autrement dit, il faudra que le Québec indépendant, par priorité, réfléchisse à ses objectifs d'immigration. Est-ce que ce sera augmenter la population? Il faudra créer un ministère, non, je peux être au Bas-Chapelle, de la population, dans le sens qu'il faudra qu'on réfléchisse aux objectifs non seulement de l'immigration, mais aux objectifs démographiques d'une façon générale. Autrement dit, une politique de population qui dépasse, qui comprend la politique d'immigration. Ça, c'est le premier objectif d'un Québec indépendant. Deuxième objectif, et là je touche à un problème qui me semble sérieux, que je vous soumets, je n'ai pas de solution, vous êtes plus compétent que moi. L'immigration, ça veut dire contrôler les frontières. Et ça, c'est un objectif qui, à mon avis, mérite réflexion. Pour l'instant, dans la situation actuelle, les frontières internationales du Québec, c'est 800 km, avec notre voisin, plus ou moins ami du Sud. Si le Québec devient indépendant, on passerait de 800 km de frontières internationales à 12 000 km de frontières internationales. Donc la moitié serait des frontières terrestres, dont un tiers serait des frontières maritimes, et dont le reste, 12%, serait une frontière fluviale. Comment va-t-on, dans un Québec indépendant, contrôler 12 000 km de frontières? Je vous pose la question humblement. Je ne devrais pas être à la place des gens qui vont résoudre ce problème. Moi, je ne vois pas une solution. Il faudra des accords avec les autres provinces, avec le reste du Canada. Donc ça, c'est un gros problème, à mon avis, qui mérite réflexion. Bon, cela étant dit, avec ces 12 000 km de frontières, on verra passer 3 types d'immigration internationale. Les anciens immigrants habituels vers les États-Unis, dans les deux sens évidemment. Pas toujours dans les deux sens. Il faudrait aussi réfléchir aux migrations interprovinciales actuelles qui deviendront des migrations internationales, par définition. Et puis il y aura comme troisième type de migrants, les migrants de transit, qui aujourd'hui d'ailleurs passent d'une province actuelle à une autre. À ce moment-là, ce sont des migrations de transit internationales. Et gérer ces 3 types de migration implique des politiques, des approches différentes. On n'a pas trop de temps pour en développer ça, mais derrière tout ça, il y a encore une fois, comme pour les frontières, la nécessité d'accords internationaux. Bon, comme M. Paquette l'a appelé en début, nous avons au Québec, malgré le fait qu'on n'était pas indépendant, nous avons quand même une expérience en matière de politique d'immigration.
le ministère de l'immigration, le MIFI actuel, on parlerait tous qu'on peut le dire, a quand même contribué de diverses façons, avec des impacts sérieux, importants, à élaborer des politiques. Autrement dit, on a quand même une expertise parmi les personnes qui sont passées, qui passent et qui sont actuellement au ministère. On avait fait des calculs au fait grâce à ça. Toujours grâce à cette expertise qu'on a déjà et à ceux d'Ottawa qu'on peut espérer acquérir, on aura aussi réfléchi à la capacité d'accueil. La capacité d'accueil a une signification tout à fait différente. Je vais devoir boire un peu. La définition de la capacité d'accueil dans un Québec indépendant n'est pas la même que celle qu'on a actuellement. Celle qu'on a actuellement, on est contraint, forcé quelque part par l'Ottawa, évidemment. On n'a pas libre de définir nos capacités d'accueil aujourd'hui, ne fût-ce que sur le plan linguistique, par exemple. Donc, ce sera un des objectifs de la politique d'immigration, c'est de définir notre capacité d'accueil avec nos critères à nous. Et pour terminer, je termine mon objectif de base. Ma préoccupation de base, c'est la territorialisation linguistique. C'est que, par définition, et à mon avis, c'est une des raisons fondamentales de vouloir l'indépendance du Québec, c'est la survie du français. Et là, je ne peux que rejoindre, je cite Guy Rocher, rien que pour lui rendre hommage. Guy Rocher nous a dit et répété que c'est uniquement l'indépendance qui permettra la survie du français. Et ça, c'est clair. Bon, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on va réaliser ça? Par définition, l'indépendance permettra de ce qu'on appelle dans le jargon la territorialisation linguistique, c'est-à-dire la langue publique est vraiment le français. Mais justement, on ne peut pas se contenter de dire ça. Il y a quand même une minorité anglophone historique. On ne peut pas les évacuer du jour au lendemain. À cet égard-là, il faut quand même, je dirais, les réflexes belges encore parfois, même si ça fait 60 ans que je suis au Québec. Quand les Flamands ont obtenu une territorialisation linguistique totale, uniquement le flamand en Flandre, du jour au lendemain, il y avait des centaines de milliers de francophones en Flandre qui se sont retrouvés obligés de parler flamand, du moins dans l'espace public. Il n'y a pratiquement pas eu d'exode. Ici, dès qu'on a décidé plus ou moins une certaine territorialisation linguistique avec la loi 101, 600 000 anglophones sont partis. Certains sont revenus, d'accord. Alors, dans un Québec indépendant, il ne faut pas se cacher la face. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il faut être prêt à accepter d'une façon ou d'une autre un nouvel exode. On a beau dire ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils aiment ça. Je serais très prudent là-dessus. Et il faut aussi penser aux exodes des sièges sociaux, hein. Il n'y a pas seulement les individus. Et donc là, je serais très prudent la territorialisation linguistique. Il y aura des exceptions à envisager, il faudra se préparer à un certain exode. Et derrière tout ça, il y a toujours la différence géographique importante entre Montréal et le reste du Canada et du Québec. Dans le reste du Québec, il y a déjà territorialisation linguistique. Un immigrant qui arrive à Trois-Rivières ou à Rimouski n'a pas le choix, il va. Comme tous les immigrants dans le monde entier, ils doivent adopter la langue de là où ils arrivent, sauf à Montréal. Et là, je suis certain que Mario va embarquer sur ce que je termine en disant que justement, dans un Québec indépendant, il faudrait réfléchir quelle est la place des anglophones, quelle place veulent-ils prendre. Et Mario a certainement des choses intéressantes à raconter là-dessus. Merci pour votre attention, pour votre patience et excusez-moi pour...
Alors, merci. Merci Marc de cet exposé très synthétique que tu as fait en beaucoup moins de temps que j'avais prévu. Alors, nous allons continuer. J'aimerais simplement vous rappeler et m'excuser d'abord pour le fait qu'on n'ait pas de micro. C'est qu'on n'en a pas eu besoin jusqu'à maintenant. Et donc, on n'en a pas réservé. Il fallait les réserver d'avance. Donc, ce n'est pas l'institution qui est fautive. C'est simplement nous qui n'avons pas prévu d'en prévoir, d'en assurer la présence. Alors, je m'excuse auprès de Marc qui a trouvé rapidement une solution à ce problème. Merci. Alors, on va maintenant passer à nos deux autres panélistes. Alors, je vais demander maintenant à Anne-Michel Minx de faire sa présentation. Merci Gilbert, merci à tout le monde d'être venu ce soir. C'est bien fun et je suis honorée d'être à la même table que ces deux amis, mais aussi sommité de mon domaine. Je suis très touchée. OK, bon, je vais parler vite et je vais parler le plus vite possible parce que la dernière fois que j'ai pratiqué, c'était 23 minutes la dernière fois que j'ai testé et on m'a donné 20. Ça fait que je vais faire de mon mieux, mais je dois rester ici pour contrôler ce qui est derrière moi. Donc, moi, je vais aller par plusieurs éléments. Je ne vais pas tout lire. Ce qui est sur les diapos, mais j'ai essayé de rendre visuel mon propos, que vous compreniez assez rapidement le message. Ce que je dirais, mon Dieu, je ne vais pas dire ça. La démographie, on sait que ça touche à tout. Tout le monde le dit, puis c'est vrai. Et l'influence de l'immigration, ça peut être marginal dans certains cas, mais c'est réel. Et c'est ça qu'on vit actuellement. On voit que ce n'est pas anodin des fois. Je suis d'accord avec l'analyse des faits de Marc et presque tout ce qu'il dit, et 100% d'accord avec l'importance de décider quels sont les objectifs économiques, linguistiques, socioculturels de la politique de migration québécoise. Et on n'a pas fait ce débat-là, sérieusement. Une mauvaise gestion démographique crée de nouveaux enjeux, tant pour les communautés d'accueil, communauté, je veux dire quartier, municipalité, pour être clair, pour les personnes qui arrivent. Et une bonne gestion renforce la cohésion sociale et contribue à l'épanouissement de tous les membres de la société. Mais on a passé d'un système d'immigration planifié à une étape à un système non planifié à 2 étapes se révèle une des pires décisions jamais prises dans le domaine, à mon avis. Et ça s'applique au Québec, au Canada. Et M. Turmotte, s'il y a une place où j'apporterai une nuance, je pense qu'il sous-estime peut-être les défis de gestion à relever dans l'immédiat et dans un Québec souverain. Donc, je vais assumer l'étiquette que M. Parizeau a portée si fièrement de technocrate et je vais vous hardiment amener là où personne n'a jamais allé dans le monde de la gestion de l'immigration, au Québec. Au Québec, c'est pas comme ça ailleurs au Canada. Ce que j'ai mis en bleu, c'est ce que le Québec contrôle en ce moment. Ce qui est en rouge, c'est le Canada et le violet, c'est l'élé. Donc, je commence avec l'international. C'est tout rouge. On n'est vraiment pas aux tables internationales qu'il faut. Et là, je vais parler de qui contrôle quoi en amont, à l'arrivée, puis en aval, là, après l'arrivée des personnes. Donc, qui contrôle en amont, l'international, on n'est pas là où on doit être si on veut bien élaborer une politique complète d'immigration. Il y a plein de tables de concertation et de négociation sur ces questions-là au niveau international et on n'est pas là pour échanger ou pour partager ou pour apprendre. Donc là, pour l'immigration permanente, le partage des responsabilités que je montre là, c'est comme ça s'applique l'accord Canada-Québec
sur l'immigration et admission temporaire des Aubins. On voit bien dans le titre que l'accord couvrait permanent et temporaire. Donc, on voit en immigration permanente beaucoup de bleu, certains éléments de rouge et du violet aussi. Je ne vais pas aller par-dessus tout. Si vous voyez des choses que vous voulez poser des questions après, dites-moi, pas de problème. Jusqu'au début des années 20, toute demande d'immigration, et c'était comme ça que l'accord a été signé, devait se faire à partir de l'étranger. Alors, faisaient leur demande, évaluée selon la grille de sélection du Québec. On donne un certificat de sélection du Québec et le fédéral donne la résidence permanente après vérification de sécurité. Une étape. Ça, c'est le système à une étape. Et les gens arrivent avec la résidence permanente et ils ont leurs problèmes bureaucratiques d'immigration sont finis. C'est réglé. Et le Québec établit des seuils pour chaque catégorie et sous-catégorie, et les seuils sont respectés par le fédéral. Ce qu'il faut comprendre, une chose aussi, je veux vous dire, que les chiffres d'immigration ne représentent pas le nombre d'arrivées, surtout pas maintenant. C'est le nombre de personnes qui ont obtenu la résidence permanente ou un statut temporaire chaque année ou chaque mois, l'État dépendant. Et ces jours-ci, beaucoup de l'immigration permanente qu'on voit, ce n'est pas des nouvelles personnes. Quand on parle des seuils d'immigration permanents, ce n'est pas le nombre de nouvelles personnes qui vont venir, parce qu'en ce moment, beaucoup de gens sont déjà ici et font leur demande directement sur place. Et donc, ils sont pas, c'est pas des nouveaux arrivants. Quand on planifie l'immigration, on voit que le résultat est une courbe relativement stable qui suit la courbe de la population. Celui d'en bas, c'est la population. D'en haut, ça, c'est la pandémie. Or, la 2019, c'était le 20% de baisse que le gouvernement avait appliqué. Et ça, c'est la pandémie et le rattrapage après. Mais ça donne une moyenne là, assez stable quand même. On peut voir avec l'avenir. OK, bon. Pour ce qui est de temporaire, on a plus de violet, pas mal de bleu quand même, mais le programme de mobilité internationale est en rouge en ce moment. Le consentement du Québec, selon l'accord, était exigé pour les permis d'études et les permis de travail. Mais la réalité, c'est que pour le permis de travail, c'est appliqué uniquement dans le programme de travailleurs étrangers temporaires, et je vais revenir à ça. Donc, si on décide, on peut contrôler ces programmes-là. On peut contrôler combien, mais on n'a jamais planifié. On n'a jamais fait de seuil pour ces programmes-là. On allait le bon gré, et puis le fédéral aussi. Et le quatrième partie de l'immigration temporaire, c'est les demandeurs d'asile. Vous voyez, tout est rouge. Sauf, même eux autres, ils ont besoin d'un certificat de sélection du Québec. Ensuite, la résidence permanente est donnée selon les seuils établis par le Québec. La perte de contrôle. Comment c'est arrivé ce qui est arrivé, vous savez. Au début des années 20, les demandes commençaient à être acceptées sur place. Ils ont changé les règles. On n'a pas changé l'accord, mais on a changé les règles. Et donc, les gens pouvaient, s'ils étaient déjà au Québec, faire leur demande dans le système régulier. On n'avait pas de PEC et tout ça, c'était strictement ça. Et ça, c'était essentiellement pour les étudiants étrangers. Et il y a toutes sortes de raisons que je pouvais l'expliquer, mais jusqu'en 2014, il y avait deux programmes temporaires. Il y avait les étudiants étrangers et le programme de travailleurs étrangers temporaires. En 2014, le PTET, ça va être plus simple à dire, a été divisé en deux. Ils ont gardé les permis pour lesquels l'employeur doit chercher une autorisation dans un programme,
Et ils ont créé le programme de mobilité internationale pour tous les autres types de permis. Puis ça, à ce moment-là, c'était pas beaucoup, puis c'était normal un peu, c'est des permis de travail comme pour les diplomates, pour les professeurs invités, les transferts temporaires intra-entreprises, les permis de travail négociés dans le cadre d'une entente commerciale internationale, auquel le Québec participe, les permis vacances-travail, ce genre de permis-là. Ils n'ont pas demandé à embaucher, ils peuvent le faire. Et l'erreur qui a été faite, c'est que le Québec, à ce moment-là, n'a pas insisté à garder le droit de consentement sur ces permis de travail-là. C'est là où le bas blesse. Et c'est tout à fait explicable, je pense, dans le contexte électoral, si on le regarde comme il faut. On était en pleine élection fédérale entre 14 et 15 et PQ, 13, 14. Écoute, ça a été, on n'a pas vu, on a échappé la balle. Quand on ne planifie pas l'immigration, c'est ça qui arrive. Ça, c'est le nombre de titulaires de permis pour chaque programme. La ligne verte, c'est des permis d'études. La ligne bleue, c'est la ligne de PTET. Ces deux lignes-là, le Québec aurait pu le contrôler. La ligne orange est devenue un monstre, ce programme-là. Il y a plus de 113 différents permis là-dedans que le fédéral a inventé, le Trudeau, le gouvernement Trudeau. Et donc, c'est vraiment une morasse là, de permis de travail, c'est pas évident. Mais on ne l'a pas contrôlé et voilà ce qui est arrivé. C'est pas... ça, c'est les données du IRCC, le ministère de l'Immigration fédéral. Pour les demandeurs d'asile, il était impossible de planifier. Je vais vous expliquer. C'est un peu comme les feux de forêt. On sait qu'il va en avoir, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas combien, on ne sait pas l'ampleur, on ne sait pas où. Donc, il y a certains leviers que les gouvernements ont là, pour ce type de dossier. Je vais y arriver, mais la courbe des demandes d'asile montre ce chaos-là. Et c'est beaucoup en fonction de différents incidents imprévisibles. De 2002 à 2017, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un échappatoire dans l'entente de tierce pays sûre. Toujours été là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Trump. Et la première hausse, là, la ligne bleue foncée, c'est le Québec, le aqua, c'est l'Ontario. Ça, c'était ça. Et donc, c'est l'arrivée de Trump qui a fait la différence. Encore une fois, pas toutes les nouvelles arrivées, parce qu'il y en a qui passent d'un permis à... C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est que les personnes qui arrivent à l'aéroport peuvent généralement entrer au pays et faire la demande en ligne plus tard. Et les données ne nous disent pas, qui sont disponibles publiquement, ne disent pas combien de temps ils sont au pays avant, mais c'est pour ça que en Ontario, ce qui est passé, c'était beaucoup d'étudiants étrangers qui ont fait une demande d'asile. Pour ça de raison. On en voit, la pandémie n'était pas prévue, l'ouverture des frontières, on le voit là, en 2021, il y avait les décisions, certaines décisions politiques ont probablement contribué au chaos dans cette courbe, mais on n'a pas de preuve d'une façon ou d'une autre. Mais la réalité sur le nombre de demandeurs d'asile en Ontario, à Québec en haut, Ontario en bas, c'est pas la même chose. Donc on voit là, que il s'agit vraiment du nombre de personnes sur place. Ça, c'est de Statistique Canada qui compte la population. Marc travaille là-dedans tout le temps. La ligne bleu foncé, c'est demandeurs d'asile, donc c'est plus bas. Quand la ligne bleu clair, c'est des autres résidents non permanents. Et on peut voir que c'est ça qui a fait la différence. Donc les programmes dont je parlais avant, les demandeurs d'asile, c'est pas à négliger, je ne dis pas ça, je dis simplement que voilà ce qui est arrivé. Et aussi, je veux mentionner que la ligne bleue foncée ici, le nombre de demandeurs d'asile,
actuellement sur le territoire inclut ceux qui attendent une réponse à leur dossier et ceux qui ont été acceptés, c'est des vrais réfugiés, mais qui attendent leur résidence permanente. Et donc, de ce 145 000 qu'on avait début avril, au Québec, 51 000 au moins sont des gens qui attendent la résidence permanente. Leur dossier est réglé. Tout ce que ça fera, c'est changer de colonne, parce qu'ils sont déjà ici, et ils attendent la résidence permanente parce que le Québec a fait un seuil pour le nombre de résidents permanents qui auraient leur résidence, le nombre de demandeurs de réfugiés reconnus sur place qui deviendraient résidents permanents. Et donc, ils attendent en ligne parce qu'on les laisse rentrer tranquillement. Bon, les leviers possibles dans ce dossier-là, un peu comme les feux de forêt. De un, il faut documenter ça. Il faut regarder tout ce qui se passe dans le monde, d'où ils viennent, toute cette information qu'on a pour voir qu'est-ce qui crée qu'est-ce qui déclenche ou génère les demandes d'asile au Québec. Ensuite, on peut mettre des éléments de prévention. Et au Québec et au Canada, c'est très différent de l'Europe parce qu'il y a personne qui arrive par bateau. Il arrive par la frontière terrestre et la prévention, le temps que ça dure, c'est la part de tierces blessures. Et aussi le renforcement de la sécurité à la frontière. Une chose que je vais... Je pensais que il y a aussi la veille à faire sur le plan international parce qu'il y a des filières criminelles, vous avez entendu parler aujourd'hui, en Afrique, mais il y en a en Inde, il y en a partout, qui génèrent aussi beaucoup de mouvements et ils peuvent effectivement forger toutes sortes de documents, des documents de voyage pour arriver en avion, parce que tu ne peux pas arriver à l'aéroport sans un document de voyage d'un gouvernement. Du gouvernement, c'est le fédéral en ce moment qui le fait. Et là, évidemment, un fonds d'urgence. Je ne pense pas que le fédéral a ça pour le moment. Quand il y a l'imprévu, il faut être capable de réagir. Québec indépendant sera responsable de toute demande d'asile faite au Québec, parce que généralement, la demande doit être faite dans le premier pays où vous arrivez. La fameuse entente Canada-Québec de mobilité, de commerce, de mobilité des biens, services et des personnes et tout ça qu'on aura à faire, ça pourrait être sur la liste de ce que vous accepteriez. Parce que je dois vous dire que pour les raisons strictement géopolitiques, c'est clair que c'est l'Ontario et le Québec qui vont toujours recevoir le plus de demandeurs d'asile. Et surtout le Québec, désolé de le dire, mais les migrants qui viennent du sud des États-Unis montent la côte est. Ils vont de Miami, ils montent jusqu'à New York, New Jersey. Donc, s'ils veulent fuir, ça va être à la frontière du Québec surtout. C'est moins facile avec les lacs qui protègent l'Ontario. Et l'aéroport de Montréal, tout comme New York et Toronto, sera toujours un des plus grands ports d'entrée pour l'Amérique du Nord. La majorité des vols internationaux viennent de l'Est. Même de Chine et de l'Inde, c'est plus facile de traverser l'Atlantique que le Pacifique. Donc, ça va être, on va avoir cette responsabilité et ce ne serait pas nécessairement facile. Qui contrôle quoi lors de l'arrivée? On voit en rouge les frontières en ce moment, c'est fédéral. L'accueil, selon l'accord, c'est surtout pour les résidents permanents. C'est le Québec et on a un bureau à l'aéroport, mais il y en a de moins en moins de résidents permanents parce qu'ils arrivent comme temporaires. Puis les temporaires passent pas par la plupart passent pas par le comptoir du Québec. Et c'est vraiment dommage parce que c'est là où on inscrit leur arrivée, on inscrit leurs coordonnées, on offre les services un rendez-vous pour leur RMQ, on explique les écoles françaises, on leur offre un rendez-vous pour leur
séances d'intégration pour les premières. Tout ça se fait dès l'arrivée. Et là, puisqu'on a de moins en moins qui passent par là, c'est vraiment une étape dommage qu'on manque. Et les données aussi, parce que on sait qu'ils sont arrivés, on va savoir où ils s'établissent, on va mettre leur adresse, mettre à jour toutes leurs données, et on va pouvoir offrir les services près de où ils vont être. Donc ça se fait presque plus. C'est presque, oui, je suis à 7, puis il y aura des tests. Oui, j'arrive. Bon, pour la gestion de l'immigration dans un Québec indépendant, tout ce qui était rouge, il va falloir le faire. Beaucoup de législation. Nous avons une certaine expertise, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a aucune expertise et les instances ne sont pas en place. Donc, vous voyez la liste là, on y inclut le regroupement familial, citoyenneté, posez-moi une question là-dessus, parce que j'ai quelque chose, je pourrais vous une réflexion là-dessus. Le contrôle sécurité des renseignements au niveau international, Sûreté du Québec. On va avoir notre propre recensement. Marc n'a pas mentionné, mais on va avoir notre propre recensement, puis ça va être très important. Et les données administratives de différentes instances, comment les partager. Ça va être un chantier en soi, juste de contrôler ça. Et ça va prendre des ressources humaines, matérielles, financières et informatiques particulières. Et on sait ce que ça veut dire informatique. Est-ce que le fédéral va partager son expertise là-dedans? On verra. Mais voilà. Politique de population, je dois dire que j'ai souri quand j'ai lu ça dans la présentation de Marc. On veut briser les silos. Et je trouve, mais c'est tellement difficile. Je peux vous dire, l'immigration, ça touche à presque tout, j'ai dit. Tous les ministères et organismes quasiment. Puis c'est très difficile de briser ces silos. Mais je suis intriguée et prête à repenser à cette idée-là pour deux raisons. Mais surtout parce que, ce serait bien si ça marchait, puis ça permettrait peut-être de changer de paradigme. Puisqu'on a dit que l'immigration, sa contribution est mineure ici et là, mais significative à certains égards, c'est la population qui est intéressante et parler de l'immigration, ça semble être un mot bien chargé maintenant. Donc, si on parlait de politique de population, mais je veux vous avertir que le PQ a déjà pensé à ça. Vous souvenez-vous, là, Rémi Trudel, de 2002 à 2003, a été nommé ministre d'État à la population. Et là, il a commencé à accumuler les titres sous ce titre-là, affaires autochtones, les régions, le développement du Nord, les relations avec les citoyens et l'immigration, et même le ministre responsable de la politique de la natalité. Dans les 12 mois à fin de mandat qu'il avait, c'était sûr qu'on n'était pas capable de mettre les choses structurantes en place, mais l'idée était là, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Je vais finir presque, un de mes points, je veux se dire, c'est le seul facteur de croissance, on sait, Marc tout a expliqué, de la population, ça vient de l'immigration internationale, ça s'applique aussi à l'électorat. Et mon ami Pierre Serré m'a aidé à trouver des données sur la partie de l'électorat qui constituait des citoyens naturalisés. Ça, c'est des premières générations, des gens qui sont devenus citoyens. Et il a couvert de 2006 à 2021. En 2006, on était à 2,2%. Et donc, on peut imaginer, en 1995, on était probablement 7, 8, tu peux me corriger, mais ça a monté de 1 à 1,2, 3% chaque recensement pour arriver à 14%. Donc, la prochaine fois, ça facilement 15% de l'électorat va être des citoyens naturalisés. Pierre a aussi fait tout son doctorat sur comment les allophones votent. Il a sorti son livre en 2002 et il a noté que ceux qui s'intègrent bien dans la majorité francophone votent comme les francophones. Ça ne veut pas dire en bloc, parce que les francophones ne votent pas en bloc, mais ils votent plus de la même manière que les francophones. Même chose côté anglais. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que l'année dernière, il y a une étude qui est sortie qui montrait que même certains immigrants qui
qui sont francophones et laïques. C'était une étude dans le temps, c'est ma dernière fois. C'est une étude dans le temps pour montrer comment le sentiment d'appartenance au Canada, au Québec, a bougé. Et c'est ce groupe-là où on commence à perdre vers un sentiment d'appartenance vers le Canada. Même les laïcs. Même laïque. Oui, c'était spécifiquement, cette étude-là, c'était lié à certaines annonces, des études qui ont été faites dans le domaine de la laïcité. Mais on aimerait donc que ce soit en bleu, hein? Donc, on aura notre place sur la scène internationale, on va planifier notre immigration sans se préoccuper de notre poids démographique au Canada, on va contrôler nos frontières qui est une condition essentielle, comme j'expliquais, pour bien accueillir des personnes qui arrivent et suivent les résultats, et on va octroyer une citoyenneté québécoise à ceux qui décident de se joindre à nous, le geste ultime de l'appartenance. Voilà. Merci. Alors, parlant de quelqu'un qui s'est bien intégré à la majorité anglophone, Michel est un bel exemple. Moins bon anglophone. Ah? Tu as dit il a intégré à la communauté anglophone. Un comité francophone. Mais oui, mais je voulais dire qu'on peut te qualifier d'anglophone aussi. Langue maternelle, c'est les fameux indicateurs. D'accord. Alors maintenant, nous allons donner la parole à Mario Paulin. Ok, je vais me mettre debout aussi. Parce que Oui, ça, comme tu veux. ça rapporte. Jean-Pierre s'adaptait pour la caméra parce que... Je suis dans tes 15%. C'est ça. Ouais. Moi, je vais devenir immigrant. Je suis une allophone. N'oubliez pas les gens ici. Hein. N'oubliez pas les gens ici. Pourquoi je vous oublierai? Parce que vous allez là-bas. Non, je reste ici. Okay. La voix va porter plus. Hein? Ok, d'abord, je pense que, Michel, vous saviez convaincu que l'immigration, c'est complexe. Mais vous savez encore rien vu. On va ajouter une autre coche, là. Okay. Et après ça, vous allez, on ne voulait jamais plus entendre parler d'immigration ou de langue. Bon. Oui, mais on va monter la lire présence sur le sujet. Après, on va lire sur le sujet. On ne voudra plus en entendre parler, mais on va lire. Oh, ça va vous endormir. D'ailleurs, c'est très bon après 11 heures. Ça. C'est mieux que l'aspirine. Donc, je vais surtout commenter la présentation de Marc. Et je lui dois vraiment des remerciements. Parce que quand j'ai lu son texte dans l'Action nationale, ça m'a permis de faire un voyage dans le passé. La nostalgie, on dirait retour vers le futur. Okay. Et vous allez comprendre pourquoi. Okay. Marc, dans sa présentation aussi, dans ses premières pages, fait un très bel exposé des grandes tendances démographiques et des grandes réalités démographiques, les relations avec la croissance économique et tout ça, c'est magistral. Et pour évidemment aboutir à la conclusion que si le Québec veut vraiment bien planifier l'immigration, il faut que ça s'encadre dans une vision plus large, et idéalement dans une politique de population. Et encore idéalement, la création, et c'est-à-dire ta recommandation phare pour un Québec indépendant, de créer un ministère de la population. Alors, quand j'ai lu là, j'ai fait bing! Or, on se transporte, dans les années 70. J'ai 30 ans. Je viens d'arriver au Québec, tout frais des États-Unis. Et 3 ans plus tard, je n'avais même pas encore ma citoyenneté. On me nomme conseiller spécial au ministère de l'Immigration du Québec. Ça ne veut vraiment pas choisir. Mais je vous fais grâce de mes tâches. J'ai travaillé, par exemple, sur la première grille de sélection du Québec. Mais pour les fins d'ici, l'important, c'est que
j'ai été invité à faire partie d'un comité au ministère de l'Immigration dont le mandat, c'est de dresser justement une politique de population pour le Québec. On était 5, il y avait un comité de 5, Bernard Bonin, Jacques-Henri Pain, Yves Martin, le 5e, je ne me rappelle plus, et moi. Et finalement, ce comité-là a accouché d'un livre blanc que j'ai encore chez moi, puis si vous ne le croyez pas, je vais relire ce qui est écrit. Ça a l'air d'une thèse. Pour une politique de population. Quelle année? 1975. Bon. Et qu'est-ce que vous pensez étaient les recommandations phares du comité? La création d'un ministère de la population. Quelques mois plus tard, 5 mois plus tard, la ministre a donné suite, et j'ai son mémo à ses collègues, pour une politique de population. C'est daté le 25 mai 1976, le mémo. Évidemment, ça n'a jamais donné suite, parce que, comme vous le savez, 5 mois plus tard, le gouvernement libéral est battu par le Parti québécois. Donc, voilà, c'est mort. Donc, là, faisons maintenant, attendant 1 an. Et là, Gilbert en a parlé. Et là, tout à coup, je me retrouve au gouvernement, mais maintenant au ministère des Affaires intergouvernementales, gouvernement René Lévesque, comme le numéro 2 de ce comité dont Gilbert a parlé, qui s'appelait le comité Bonin, pour son président, Bernard Bonin, dont le mandat était de dresser finalement, de donner le contenu au projet d'association économique avec le Canada, dans l'optique d'un Québec indépendant. On a travaillé 3 ans, on a travaillé fort. À un moment donné, j'ai compté, on avait presque 100 fonctionnaires au Québec qui travaillaient pour nous. On a sorti des 50aines de rapports. C'était très sérieux. Au fond, ce qu'on voulait, c'est on donnait les outils aux négociateurs du Québec, le jour où la négociation se ferait. Je vous ferai grâce de tous les dossiers passés partout. Non, on passe uniquement pour l'immigration. Or, la conclusion de notre petit comité pour l'immigration, ça va sans doute vous étonner. Je cite notre rapport synthèse. La question de l'immigration internationale se poserait, en somme, par le Québec indépendant, largement dans les mêmes thèmes qu'aujourd'hui, écrit en 80. Comment pouvait-on dire cela? Au fond, on revient là, encore une fois, aux recommandations de Marc, ou plutôt la nécessité, donc, pour une, je deux parts, pour qu'il y ait une politique d'immigration et du sens, il faut que ça s'encadre dans une politique plus générale, il faut avoir des objectifs clairs. Mais le grand coupable de cette conclusion, au fond, c'est l'entente Québec-Canada. Plus précisément, le contrôle de nos frontières, ou plutôt le non-contrôle de nos frontières. C'est vraiment là l'élément où on peut dire oui, on peut faire quelque chose de différent ou non. Or, je prends pour acquis, tout comme le comité à l'époque, ou plutôt tout comme le gouvernement de René Lévesque à l'époque, que le Québec, les Québécois désirent conserver l'union économique avec le reste du Canada. Je parle plus précisément de l'ouverture des frontières, ce qu'on appelle la mobilité ou le principe de la libre circulation des personnes, comme à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense qu'aucun gouvernement, ce serait impossible, à mon sens, de gagner un référendum si on dit non,
on va mettre des postes frontières entre le Québec et l'Ontario. C'est clair qu'on veut garder ces frontières ouvertes. Okay. On ne va pas demander un visa à un Acadien de Caraquet qui veut s'établir à Montréal. On ne va pas demander un visa à un Acadien qui veut s'établir à Montréal. Donc, au compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, comme avant, okay, comme avant, si on veut rester dans l'Union économique avec le Canada, comme avant, le Québec n'aura pas de contrôle sur les entrées du reste du Canada. Il faut bien se le mettre dans la tête. C'est quoi les conséquences de ça pour la politique d'immigration? La première question, c'est que est-ce qu'on accorde également le droit à la mobilité, donc le principe de libre circulation des personnes aux immigrants, reçus aux immigrants aux immigrants permanents, peut-être même temporaires, okay, qui ont la résidence ici. Si on veut rester fidèle au principe de la libre circulation, oui, ça reste à négocier. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le grand problème que ça pose, cette libre circulation, c'est que ça réduit nécessairement la marge de manœuvre du Québec à faire des choses très différemment du Canada. À l'inverse aussi, le Canada va faire des choses très différemment de nous. Si, par exemple, le Canada, que ce soit pour n'importe quelle catégorie dont tu as parlé, si, par exemple, le Québec veut être plus généreux, plus humain, plus humanitaire que le Canada va nous rappeler à l'ordre. Parce que les gens vont passer par nous pour aller au Canada. Et l'inverse, c'est tout à coup le Canada. Donc, pourquoi on dit que le problème se pose en partie dans les mêmes termes qu'aujourd'hui? C'est que veut pas, les deux pays sont condamnés en quelque sorte à harmoniser leur politique. Pas de façon comme ça. Il faut qu'on harmonise, sinon on a ce qu'on appelle des flux pervers. L'Europe est un bel exemple. Okay? Mais ça devient, vous pensez que c'est complexe? Ça se rapporte également sur d'autres éléments. Politique d'assurance chômage, la politique des pensions de pension. Est-ce que les pensions vont être transférables ou non? En tout cas, est-ce qu'ils le sont maintenant? Est-ce qu'ils sont actuellement, entre le Québec et le reste du Canada, c'est le libre mouvement. Vous gardez votre droit à l'assurance chômage. Je parle des pensions. C'est exactement, vous passez ce qu'on appelle le Canada Pension Plan, là, mais ça, c'est des choses qui doivent se renégocier après. Donc, comme je dis que c'est complexe, là, il y a bien des avocats qui vont s'enrichir. Ça, c'est ça. Donc, un peu comme ta présentation, je suis tenté de dire que dans tout ça, le diable se cache dans les détails. Et probablement dans aucun autre élément plus que l'immigration. Ça devient très technique et c'est vrai. Mais le diable se cache aussi dans la politique linguistique. Okay. Marc a terminé avec une autre recommandation pour un Québec indépendant, avec lequel il est difficile d'être en désaccord. Au fond, il dit on veut appliquer au Québec ce qu'on appelle en Europe le droit du sol, comme ça fonctionne, comme tu disais en Flandre, où le français est la langue unique, c'est la langue commune. Tout en tenant compte, il le dit très correctement, des droits de la minorité anglophone. Et là, je réponds à Marc, il va me dire où j'ai tort. J'ai l'impression que la loi 96 fait déjà ça. J'aimerais ça
on n'atteignait pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus dans la législation qui est dans la loi 96? Et la loi 96 parle de diable dans le diable, là, il est vraiment là. Nous montre aussi l'impossibilité, la difficulté à imposer le français comme langue vraiment commune à la flamande ou à la flamande. Je ne sais pas, vous ne lisez probablement pas la presse anglophone, mais l'année passée, il y avait ce qu'on appelle le fiasco c'était cette année qu'on appelle le droit aux soins de santé en anglais. Le ministre, Robert, avait fait envoyer une directive aux hôpitaux qui précisait qui avait le droit de recevoir des soins en anglais. Évidemment, ça fait un tollé. Heureusement, le ministre n'est pas fou, il a retiré cette directive. On ne voit quand même pas la garde malade, le médecin demander à quelqu'un est-ce que j'ai le droit de vous servir en anglais? Bon, on peut donner d'autres exemples. Mais le problème, il est vraiment, le diable est là, il est vraiment caché dans les détails. C'est que, comment définir qui a droit à être servi en anglais? Vous demandez une pièce d'identité? Pour l'école, heureusement, la loi 101 a bien réglé le problème. C'était facile. Et bravo. Okay? C'était, on peut envoyer ses enfants à l'école anglaise si, disons, un des deux parents a fait l'école primaire ou secondaire en anglais au Canada. Règle facile. Mais comment, si la personne se présente à l'hôpital, et on peut demander aussi aux fonctionnaires, c'est dans la loi 196, demander à nos préposés, je demande à la personne, est-ce que j'ai le droit de vous parler en anglais ou en espagnol? Vous êtes ici moins que 6 mois. Je ne dis pas ça pour dire que je ne suis pas contre la loi 96, au fond, je suis pour. Mais c'est la belle démonstration que le diable, il court pas mal fort. Et que c'est assez complexe. Je peux finir simplement en disant, mon Dieu, que tout ça serait donc bien plus facile si notre minorité anglophone, donc on peut dire au fond presque nous deux, qui sont partis, je vais parler anglais avant de parler français, n'existait pas, et même plus encore, ce serait donc bien plus facile si la langue n'était pas l'anglais. Le Canada pense que... Merci Mario. Alors, puis la table est mise, donc la parole va être à vous. Si vous prenez la parole, identifiez-vous et autant que possible, plus des questions d'éclaircissement à nos panélistes d'une durée maximale de 2 minutes. Sinon, je vais avoir la lourde tâche de vous interrompre et de donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors, qui veut commencer? Madame. Merci beaucoup aux panélistes. Je m'appelle Nadia Alexandre. Je fais des commentaires dans le Devoir, ceux qui lisent le Devoir. Et j'ai pas trop compris, pour vous dire la vérité. Peut-être c'est le sang, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai pas trop compris. Est-ce qu'on veut diminuer l'immigration parce qu'il n'y a plus des bébés qui naissent? Et si on diminue l'immigration et surtout les temporaires là, ben, qui va faire le travail que personne ne veut faire dans l'agriculture, dans les soins des aînés, c'est ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je veux comprendre encore qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on veut faire dans un pays indépendant, et j'espère que ce pays indépendant ne sera jamais, jamais, jamais dirigé par la CAQ.
Oui. Qui veut répondre à ça? Marc, peut-être, t'en as parlé dans ton texte. Vous avez tout à fait raison de poser la question des emplois nécessaires. Si vous pensez au système de santé, à mon âge, j'ai malheureusement passé pas mal de temps dans le système de santé. Sans les immigrants, surtout le système de santé, le CHUM peut fermer, quoi, parce qu'il y a éclaté. Donc là, vous avez tout à fait raison. Le problème, à mon avis, est de l'immigration, ça rejoint les détails dont Mario a parlé aussi. Le problème, c'est un problème ponctuel et local. Et on oublie toujours que l'immigration temporaire pour résoudre un problème devient permanent, souvent. Mais cette immigration-là entraîne de nouvelles demandes. Et c'est une spirale sans fin. Dont maintenant on essaye de sortir. Mais donc, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, il faudra réfléchir comment assurer des emplois et réserver par priorité la future immigration à ces emplois indispensables. Mais ça n'est pas une raison pour dire on arrête tout, quoi. Je ne vois pas, je comprends la question, mais je ne vois pas le fond en quoi cette question-là remettrait en cause, pardon. Oui. Juste pour vous expliquer, il y a Kim Soo-hee qui vient de... il y a un article dans Le Devoir, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, sur Kim Soo-hee qui dit « Moi, je ne connais plus le Québec dont j'étais accueillie, le Québec de René Lévesque, le Québec de la Révolution tranquille, je ne la reconnais plus. » Elle dit « J'ai mal à mon Québec. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Ce que vous dites là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une réponse. Et les problèmes d'intégration des immigrants, comme Kim disent, ils disent ce qui se passe en Angleterre, en France, en Allemagne, ailleurs. C'est-à-dire, aux États-Unis, on n'en parle même pas. Mais des mouvements, ce qu'on appelle nativistes, c'est partout. Et on n'a pas de différence. Mais les réponses à vos questions, c'est des réponses, c'est facile à dire, mais c'est des réponses politiques. C'est des choix politiques. C'est pour ça qu'il y a des élections qu'on espère libres, démocratiques. Mais il n'y a pas quelque part il n'y a pas de réponse scientifique qui va vous dire il nous faut tant d'immigrants. Ça n'existe pas. Il ne faut pas le chercher. Les gens parlent, oh, combien, c'est quoi notre capacité d'accueil? Il n'y a pas de réponse. C'est un choix. C'est pour ça que vous élisez des hommes et des femmes. C'est finalement un choix politique. Vous utilisez votre jugement. C'est des choix difficiles, mais il ne faut pas chercher la réponse. Elle n'existe pas. Si je peux me permettre, ce qui est arrivé, c'est que comme on ne contrôle pas nos politiques d'immigration, il y a eu une politique au Canada d'immigration massive qui place le Québec dans un choix difficile. Soit on accepte d'être davantage minorisé parce qu'on ne va pas prendre notre proportion de nouveaux immigrants. Alors, si on pense à 1 demi-million par année, ben, il faudrait qu'on prenne 100 000 immigrants par année. Il n'y a aucun parti politique au Québec qui a proposé qu'il y ait 100 000 immigrants. Et aussi, donc, à ce moment-là, on a le choix entre ça ou accepter de prendre énormément d'immigrants et d'être incapable de les intégrer correctement. Alors, c'est ça le problème. Alors, dans le Québec indépendant, on n'aura pas ce problème-là. C'est un peu ce qu'explique Marc aussi dans son dossier. Oui, voilà, je vais juste préciser que les deux gouvernements nous ont mis dans ce pétrin-là. C'est ce que j'essayais de montrer, que c'est le Québec aussi n'a pas s'occupé de son immigration temporaire. Il est responsable de beaucoup de ça. Donc, c'est pas...
C'est très important de le noter parce qu'on a ce contrôle-là actuellement, sauf pour le programme que je vous ai donné. Et les affaires sur lesquelles, par contre, si je peux ajouter sur la question de la langue et qu'est-ce que ça va faire, Québec indépendant, question de... Moi, j'avais dans ma première version, j'ai transformé ma présentation avant d'arriver ce soir, mais quand on parle de la citoyenneté québécoise, il y a beaucoup de différents éléments là, qui vont avec, on n'a pas débattu de ça ici, c'est quoi tout ce qui est les conditions d'élection et tout ça, mais ça, pour arriver à un citoyen, d'être citoyen, il faut être capable d'expliquer aux nouveaux arrivants notre système et nos institutions. On leur dit, on a une langue officielle et une langue commune. Si on garde, si on dit en même temps, on va maintenir les droits acquis des anglophones, comment vous expliquez aux nouveaux arrivants que l'Assemblée nationale fonctionne officiellement dans les deux langues? Toutes les langues, toutes les lois sont traduites en anglais et adoptées en anglais. Comment vous expliquez que le système juridique fonctionne officiellement aussi en anglais? Et comment vous expliquez qu'il y a tout un système d'écoles parallèles auxquelles ils n'ont pas accès? Voilà. Est-ce que dans les frontières, il faut réfléchir à ces choses-là parce que comme Mario dit, moi je regarde les nouvelles en anglais. Je regarde les nouvelles CTV Montréal à chaque soir à 11h30, grâce à BBC à minuit. Mais c'est vrai, là, quasiment au moins 2 ou 3 fois par semaine, ils trouvent un petit élément là, pour créer, se plaindre de quelque chose qu'on fait déjà. Le bar Burgundy, là, tu sais, puis on a les Go Habs Go, puis tu sais, on se trouve être obligé constamment à reculer. Et je vois pas, honnêtement, je regarde ça, je sais pas si les journalistes ici, j'aurais dû poser la question avant, mais je trouve que c'est très délicat. La place que Marc dit, puis que Mario dit, de l'anglais. Moi, je ne dis pas des anglophones, les anglophones, tout le monde a leur place au Québec. Mais l'anglais, et comment on encourage ceux qui en ce moment veulent absolument vivre toute leur vie en anglais au Québec, que ça va être bien plus intéressant s'ils vivaient un peu plus en anglais, en français. Mais je pense que tout le monde a compris. Non, vous n'avez pas la parole. Mais il y a 2 personnes qui ont parlé. Est-ce que les Canadiens, et je vais finir parce que Mario a dit le Clause Canada, c'est toi qui as parlé de, non, tu as parlé de Clause Canada, est-ce que, puisqu'il n'y aurait pas de frontières, la mobilité entre Canada et Québec, les personnes qui arrivent du Canada au Québec, est-ce qu'ils vont avoir accès à l'école anglaise? C'est des choses qu'on n'a pas réfléchi. Puis si on commence à... ce ne sera pas facile. Non. D'accord. Alors, j'ai 3 questions. Une en arrière, ensuite une ici, et ensuite madame. Germain, vas-y. Moi, j'aimerais ça parler un peu concrètement, quitte à être un peu peut-être déphasé par rapport au débat sur l'indépendance. Moi, j'aimerais ça parler des contrats de travail fermés. Les contrats de travail fermés, c'est pas rien. Hein? Moi, c'est un dossier que je fouille depuis longtemps. Puis de trouver des chiffres exacts, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis on sait qu'au Québec, on est passé en 2023 et 2024 de 300 000 immigrés temporaires à 600 000. Je pense que ces chiffres-là sont admis par tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on entend. 300 000 à 600 000, c'est pas rien. Dans ces chiffres-là, la catégorie PTET, les travailleurs étrangers temporaires dans lesquels font partie les permis de travail, c'est la partie qui a le plus augmenté si on prend une partie des PMI.
je m'excuse du langage un peu de mobilité temporaire, de mobilité internationale, qui est gérée par le fédéral. Fait que c'est pas rien. Puis, moi, ça fait longtemps que j'essaie de trouver des chiffres précis. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais j'en ai eu hier, dans les journaux, parce que les patrons actuellement sont en campagne pour garder leur. Parce que les travailleurs étrangers, les familles de travail fermées, ça a été dénoncé par 2 fois par un reporter général des Nations Unies comme de l'esclavage moderne, aussi par Amnesty International en début d'année. C'est une honte, Ces gens-là sont littéralement complètement dépendants. N'importe quoi. Vous pouvez imaginer n'importe quoi. Hein? Moi, je suis sûr que dans les sans-abri à Montréal, il y en a. Hein? Moi, je suis sûr de ça. En tout cas, mais c'est ça. Fait que, mais on n'en parle pas, oui. Mais on n'en parle pas, mais c'est un nombre important. C'est un nombre important. Le nombre qui est sorti, écoutez, moi, on ne trouve pas le nombre, mais tout à coup, les patrons, ils nous disent il y en a 72 386 à l'unité près, s'il vous plaît. Hein? Ben, ils sont en campagne, les autres. Hein? Puis ils disent, c'est pas si pire que ça, il n'y a rien qu'un 1,5%. Moi, c'est un sujet que je trouve qui est important. Merci. J'ai 3 interventions. Je vais en 4. Donc, je vais demander au prochain intervenant de le faire et à la suivante aussi. Et ensuite, je vous demanderai si vous voulez répondre de votre côté. On va prendre 3. Gilles Bigot, je suis anthropologue. C'est surtout mon collègue, Marc, je vais m'adresser. Si l'immigration, c'est ni le problème, ni la solution, il faut forcément se tourner vers la dynamique interne de notre société, la société québécoise. 50% des enfants naissent hors d'un mariage, dans des unions de fait. Il y a des nouvelles formes de vie amoureuse, une nouvelle forme de vie matrimoniale, et il y a une chute dramatique de la fécondité. J'ai un groupe de recherche à l'hôpital Sainte-Justine, en pédiatrie sociale, culturelle. 60% des naissances à l'hôpital Sainte-Justine sont des néo-québécoises. Qu'est-ce qui se passe dans les couples québécois? Qu'est-ce qu'il y a de tragique? Chez moi, nous étions 10 garçons et une fille. Chez nous, 11. Tous les enfants ensemble ont fait le même nombre d'enfants que notre père et notre mère. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes contre des incitatifs qui auraient l'allure d'une politique nataliste, mais y a-t-il quelque chose à faire pour qu'on retrouve le goût dans les familles de faire des enfants? C'est pas juste par les allocations familiales, c'est sûr. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Puisqu'il faudrait, tu m'as dit, on n'arrive pas à... Ça veut dire qu'on va chuter, qu'on va continuer à baisser. Est-ce que c'est, je veux juste faire une hypothèse anthropologique, une société qui n'est pas capable de se projeter dans l'avenir se lance dans un processus d'autodestruction? Est-ce qu'on pourrait être rendu sur le plan de la natalité à cette affaire-là? J'espère que non. Et tout en faisant l'hypothèse, tout de suite je la rejette moi-même, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais qu'est-ce qu'un démographe pense de cette affaire-là? Comment est-ce qu'on peut redonner à la société québécoise une fécondité au moins de 2, donc pour pouvoir nous reproduire? Merci. Madame? Bonjour, je me présente Myriam Dumas. Je suis dans l'industrie de la mode et je m'intéresse aux enjeux environnementaux reliés à la surconsommation textile. Et puis je suis venue ici parce que ça m'intéressait d'en savoir davantage sur votre mouvement.
ma question est la suivante. Quelle sera votre stratégie de communication pour mobiliser la population que le sujet de l'immigration soit d'actualité? Bon, alors on a 3 questions. Il y en a la première sur la question des travailleurs temporaires et la façon dont ils sont traités et accueillis ici. La deuxième sur la natalité. Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a une solution? Et finalement, la toute dernière que vous venez d'entendre. Je ne sais pas si vous avez... Oui, mais c'est après, pas tout de suite. Le problème de PTET, je suis très contente que ça ait été soulevé. C'est effectivement un gros enjeu. On a quand même quelques données, là, mais les données sont le 31 décembre de l'année dernière, il y avait 72 quelques personnes avec ce type de permis au Québec. Mais ça, c'est le 31 décembre. Fait que là, il y en a beaucoup d'agricoles pendant l'été. Les données sont... C'est pas ça qui est important de ce programme-là, c'est le danger que ça crée pour les personnes parce qu'ils sont prises avec leur employeur. On prend, semble-t-il, la joie à dire que bon, on va avoir des temporaires en région. Pourquoi ils restent en région? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont liés à leur employeur. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut développer nos régions? C'est une question à se poser. Ensuite aussi, ce qui est arrivé, et particulièrement au Québec, mais dans le reste du Canada aussi, c'est qu'il y a plusieurs volets à ce programme-là. Il y a des agricoles, là, ça ne changera pas. Hein. Ça, c'est une façon qui se fait partout dans le monde, que les gens se déplacent pour la saison agricole et retournent chez eux. Mais il y a 2 ou 3 autres différents volets. Il y a un volet de haut salaire. Donc, s'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un, un informaticien, whatever, quelqu'un de haut qualifié, ils peuvent le faire venir comme ça, mais il y a des bas salaires. Et c'est ça qui est le problème, c'est que c'est souvent, et c'est ça que les employeurs aiment le plus, c'est d'embaucher dans la catégorie de bas salaire. Non seulement ça en fait beaucoup, non seulement ça fait une situation de vulnérabilité et précarité pour les personnes concernées, mais ça fait baisser les salaires de tous les gens déjà au Québec à bas salaire. Ça fait que il y a actuellement, pour que vous sachiez, un mouvement important des gens qui sont écoutés par surtout des libéraux, mais les conservateurs aussi, au niveau fédéral, le C.D. Howe, il y a Poilievre qui demande l'abolition de ce programme-là. Il y a le premier ministre de Colombie-Britannique, NPD, qui demande l'abolition du programme. Et il y a maintenant ces économistes qui disent, on pourrait le garder juste pour les hauts salaires parce que c'est ça qui fait monter toute l'économie et tout ça du Canada. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on ferait ça. Ils peuvent passer par le système immigration permanente. Mais donc, il y a un mouvement d'abolition de ce programme-là, puis on verra. Et il va être important éventuellement que les partis au Québec prennent position sur cette question-là aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire donc pour les régions et pour... il faut parler sérieusement. Et c'est un gros problème et c'est bon à soulever. Mario, sur la question de la natalité. Sur la chute des taux de natalité, ce n'est pas un phénomène québécois. C'est universel. C'est en train de tomber partout. Partout. Nous ne sommes même pas les pires. Et Marc va me corriger, je ne connais aucun exemple d'une société qui a réussi à renverser ou arrêter cette chute de natalité. Marc? Les pays qui ont fait le plus au point de vue, pas nataliste en soi, mais au point de vue politique familial, les pays scandinaves et la France, Porto Rico et le Français de l'autre, aujourd'hui, l'accroissement naturel, c'est-à-dire l'excès des naissances, le décès, est négatif. Il a descendu, mais il est négatif en France, malgré toute la grande politique familiale. Donc, c'est pour répondre à la question, moi je dirais, si on interprète ça comme un comportement suicidaire, dans tous les pays, même les pays soi-disant sous-développés, ont maintenant
l'Indonésie, l'Iran, L'Inde. 2 enfants par femme. La Chine est déjà en train de La Chine est Chine déjà en train de aussi, passer. C'est sur l'exception. c'est parfait. Voilà. Alors, on va prendre d'autres questions. Alors, j'ai vu Martine, ensuite monsieur ici, et ensuite vous. Oui, en fait, c'est pas tant une question comme un commentaire, parce qu'à la question, je trouvais que c'était important d'y revenir, là, comment le soin à l'hôpital, comment on fait pour dire aux gens, vous avez le droit de parler en anglais, en espagnol. Moi, je pense qu'on prend la question du mauvais côté. Et le problème, oui, la CAQ a fait la loi 96, grand bien, sauf que ils ont investi, surinvesti dans les systèmes de santé et d'éducation en anglais. Et donc, si on se retrouve à avoir une surreprésentation de financement pour le système de soins en anglais, il est pas surprenant de voir qu'on se retrouve avec des médecins, avec des infirmières qui fonctionnent en anglais dans ces systèmes-là. Il y a une surreprésentation de façon vraiment astronomique, là. Pour une population anglophone, on a égal d'institutions en anglais, en français, que ce soit pour la santé et l'éducation. Donc, je pense qu'on peut régler le problème autrement que par du contrôle individuel. Je pense que c'est la pire des solutions que d'essayer de faire du contrôle individuel. Et c'est de rétablir un financement plus équitable qui nous permettrait de régler ce problème-là. J'ai aussi vu Kim Thuy dans ses déclarations. Ça frappe parce que c'est une immigrante qui adore le Québec. Et chacun aura son interprétation, mais moi je pense que le problème qu'on est en train de vivre au Québec et qui se vit ailleurs, c'est la dureté du discours politique qui vise l'immigrant, qui vise la personne plutôt que de viser le système. Et ça, moi, ça me heurte personnellement quand on a des gens en politique qui font des accusations directes ou indirectes que les problèmes de logement, que les problèmes de violence sont dus à des individus particuliers, alors que c'est totalement faux. Donc, je pense que c'est ça qui est le gros problème. Et j'arrêterai sur la question, quand on entendait le travail que personne ne veut faire, qu'on a commencé à y répondre avec les permis fermés. Ben, en fait, c'est pas le travail que personne ne veut faire. C'est le travail qui est trop mal payé pour que les gens ici souhaitent le faire. C'est pas seulement mal payé, mais c'est dur aussi. Ça, je suis d'accord. Voulez-vous enlever le caca d'un vieux? Non, c'est dur aussi, mais s'il était mieux payé, et on l'a vu lors de la pandémie, il y a eu des primes, il y a eu de la formation, et tout d'un coup, on s'est retrouvé à avoir beaucoup plus de monde qui allait faire la formation. Et ces primes-là ne sont pas restées. Et ils n'ont pas rempli leurs promesses, et finalement les gens se sont désengagés. Mais c'est ça le problème, et je trouve que c'est une très mauvaise façon que d'accueillir des gens qui viennent ici au Québec en disant, ben écoutez, ce qui va être disponible pour vous, c'est les emplois mal payés. Je trouve ça vraiment, c'est pas une façon de faire les choses. Voilà. Merci. Alors, c'est à vous. Bien, bonsoir, je m'appelle Alexandre Bousse, je suis le président de l'association du territoire en Blainville et aussi je travaille pour je travaille pour un député du Bloc depuis plusieurs années. Je voudrais juste faire un petit point que je n'avais pas prévu, là, mais moi je suis d'origine haïtienne et née à New York et je n'ai pas mal à prouver. Okay? Kim Thuy, elle est très connue, elle a dit ces choses, mais n'appliquez pas ça à tout le monde qui vient d'ailleurs. Moi, je suis très bien, je suis très à l'aise et très heureux d'être ici. Je ne vois pas la vie ou je ne vois pas les choses comme elle le voit. Mais c'est pas ça mon propos. Monsieur Termotte, je vous remercie beaucoup pour le texte que j'ai lu avec beaucoup d'attention cet après-midi. J'ai beaucoup appris. Moi, toute la question de l'immigration, je ne me suis jamais vraiment intéressé. Je me suis beaucoup plus intéressé à la question de l'intégration. Mais votre texte m'a beaucoup appris, mais j'avais une question, une simple question de ce que je n'ai pas compris.
Vous l'avez effleuré tantôt, mais je n'ai toujours pas compris. Vous dites à un certain point que l'immigration n'a qu'un effet marginal sur le PIB par habitant. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas de quelle façon. Pourquoi vous dites ça? Pouvez-vous l'expliquer davantage? Oui. Non, écoute, on peut y aller. On peut y aller. Ensuite, une autre intervention. Réponse tout de suite? Oui, vas-y. Maintenant, dans la mesure où une société d'accueil, la société qui reçoit les immigrants ne va pas s'enrichir. C'est ça qu'on dit. On ne peut pas espérer que le revenu par habitant va augmenter grâce à l'immigration. Au mieux, l'effet est nul. Et plusieurs études, et nous avons Pierre Fortin, un éminent économiste de l'UQAM, qui a démontré par toutes sortes d'analyses, en utilisant plusieurs méthodes différentes, qui a démontré noir sur blanc que dans le cas du Québec, c'est négatif. On s'appauvrit, à la limite, marginalement, encore une fois. Et comme je l'ai dit, il y a des exemples pour l'ensemble du Canada qui montrent la même chose. Sauf que tout le discours est toujours en termes on va accroître le PIB. Et ce n'est pas par hasard que ce sont les patronats, on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas par hasard que ce sont les patrons qui plaident pour l'immigration, parce que justement, ça leur permet de faire une pression à la baisse sur le salaire. Et ce n'est pas par hasard que ce sont souvent les immigrants qui sont contre l'immigration. On a vu l'exemple aux États-Unis. Hein. Ça ne pas en profiter, dis donc. Hein. Et donc, c'est ça ma réponse. Juste sur Kimtree, seconde. Attends, il y a quelqu'un avant toi. Je te donne la parole après. Oui. OK. Peut-être que si on arrivait à équilibrer le PIB au BIB, au bonheur intérieur brut, peut-être qu'on aurait moins de difficultés au niveau de l'anxiété, non seulement par rapport aux immigrants, mais par rapport à ceux qui restent ici aussi. Ma question est relativement simple. Ne croyez-vous pas que les fédéralistes utilisent le phénomène de l'immigration comme un outil pour contrer le projet indépendantiste? Première question. Puis la deuxième, c'est j'ai pas vu de réflexion concernant l'intégration des immigrants ou des migrants au Québec en rapport avec les municipalités. Et on sait que les municipalités sont aussi en lien avec les deux paliers gouvernementaux, le fédéral et le national ou l'État du Québec. Et à ce niveau-là, ça a un impact parce que lorsque les gens veulent parler français, les municipalités peuvent se référer à dire « Ah ben oui, mais nous, on est une ville canadienne ou on est une ville bilingue, alors que nous, on veut... alors que l'État est français, même la Ville de Montréal a le même problème, alors que par sa constitution, la Ville de Montréal est française. » C'est ma question, mes questions. Allez-y. Oui, bon, Elena Courteau, j'ai vu la pièce de Kimtree et de Sur-Marie, et dans la pièce, le thème de l'immigration est environ 1/5 de la pièce. Or, le journaliste de Radio-Canada, au bulletin des informations, là, donc énormément de gens, a pris que ce sujet-là, comme si c'était le sujet principal de la pièce, et a interviewé Kimtree là-dessus. Kimtree a répondu ce qu'on a entendu, mal à mon Québec, etc. Dans la pièce, quand elle dit « Combien de couscous faudra-t-il ?» son mari répond « Combien d'amour faudra-t-il ?» pour que tu sois contente aussi. Il répond, c'est en écho. Alors, c'est pas, il n'y a pas de plainte là, par rapport à ça, tu vois. Puis la pièce est beaucoup comme ça en miroir. Donc, c'est le petit le truc que je voulais ajouter. Radio-Canada. Est-ce qu'il y a une autre intervention juste là? Oui, que je vois là. Oui? Très bien. Anne Bernard, je m'intéresse, je suis une ancienne fonctionnaire aux relations internationales du Québec et à la fin de ma carrière
à l'immigration, j'ai fait du terrain un peu partout dans le monde. À ce moment-là, on rencontrait des gens. Et les gens avaient la chance de rencontrer un fonctionnaire du Québec, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Ça se fait à travers les consultants d'immigration qui, eux, développent, c'est-à-dire présentent le visage du Canada uniquement. Enfin, mais je vous remercie, c'est très, très intéressant. Monsieur Termotte, j'ai lu avec attention votre publication dans la revue de l'Action nationale, mais je n'ai pas compris cet élément. Vous dites que l'immigration ne contribue pas au déclin du français. Pourtant, dans la région de Montréal, que j'habite depuis plusieurs années, mon entourage maintenant, tout le monde s'exprime en anglais. Je vais à la banque, les gens vont à la banque, je les entends, demandent d'être servis en anglais. Les gens dans la rue se promènent, s'expriment en anglais. Nos jeunes Québécois s'expriment en anglais. Alors, et puis cette immigration qui n'a pas l'obligation encore d'apprendre le français, hein, ça demeure toujours optionnel. Alors, je n'ai pas compris vous semblez certain, ça ne contribue pas au déclin du français. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment et pourquoi. Si j'ai bien compris. On va l'exprimer. Est-ce que je réponds tout de suite? Oui, allez-y. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre ici. Non, je ne voulais pas dire que ça ne contribuait pas. Mais j'ai dit que l'effet était marginal. Parce que, justement, on a fait des simulations. Qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait plus d'immigration? Quel impact est-ce que ça aurait sur la connaissance des langues, sur la première langue officielle parlée, enfin tous les indicateurs qui existent, sur la connaissance, sur la langue parlée à la maison, etc. Qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait plus d'immigration? C'est une bonne façon de répondre à votre question. Et la réponse est, effectivement, ça baisse, mais beaucoup moins. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais il ne suffit pas de dire que c'est à cause de l'immigration qu'il y a une baisse. De toute façon, il y a une baisse, mais elle sera beaucoup moins, elle serait moins forte, évidemment, s'il n'y avait pas d'immigration, surtout. Mais il y a une baisse, ça, je n'ai pas dit. J'espère que je n'ai pas dit qu'on n'avait pas d'effet négatif. Mais l'effet négatif est marginal, non? Ça veut dire marginal. Alors, il faut nuancer, vous avez bien raison. À Montréal, c'est pas tout à fait. C'est moins vrai. L'effet est moins marginal à Montréal. Parce qu'à Montréal, les gens bien placés pour en parler, il y a deux langues qui se rencontrent et qui ne sont pas égales. L'une est une langue internationale et l'autre est une langue qui était très internationale, le français, mais qui est de moins en moins. Et donc, à Montréal, l'impact, effectivement, de l'immigration est plus fort, mais il n'explique pas. Il ne suffit pas de dire que l'immigration à Montréal, ça va résoudre le problème. À Montréal, le français va descendre même s'il n'y avait pas d'immigration. Pourquoi? Parce que les francophones de Montréal font un enfant par femme. Et je ne veux pas mettre le doigt sur les femmes, hein, je me répète, parce que j'ai déjà dit, mais c'est parce que les couples francophones, pour le dire plus exactement, à Montréal font un enfant par femme. Il en faut 2,1 pour tenir compte de la mortalité. Donc, si vous reproduisez comme pour moitié, ce qu'il faut pour simplement rester constant en termes d'habitants, ce sont francophones en l'occurrence, c'est le compagnon des femmes. Oui. Merci. Oui, Michel? Rapidement, là, un autre élément lié à la langue est le type d'immigration et le problème avec l'immigration à 2 étages. Vous avez vu les courbes, vous savez jusqu'à quel point le Québec contrôle quand même 2 des 3 programmes. 0 condition linguistique pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec, qui est le certificat. C'est lié à l'emploi, c'est à l'employeur de décider la langue nécessaire et le programme universitaire, là, la plupart vont dans les programmes français, donc le côté des études, mais il n'y en a pas de conditions linguistiques pour ça, et c'est là où. Et donc, c'est une autre raison pourquoi on devrait revenir, parce que c'est pas le nombre qui influence, comme Marc dit, on a tous les scénarios, puis on élimine, ça va quand même décliner. C'est les critères de sélection.
Il y a trois choses, c'est le rythme d'arrivée, c'est le volume et c'est les critères de sélection. Ça, c'est les trois choses que ça ne dépend. S'il y en a 50 000 qui arrivent dans un mois, c'est différent que s'il y en a 50 000 qui arrivent pendant une année. Et donc, c'est tous ces éléments de contrôle, mais c'est vraiment des critères de sélection. Et ce qui a été proposé pour le moment par la CAQ est risible. C'est qu'on va exiger un niveau débutant après 3 ans. Ils vont retourner, les employeurs vont dire « Ah, ben on n'a plus besoin de vous retourner », puis ils vont arriver avec un nouveau. Ça fait qu'ils n'auront jamais obligé de faire de Et c'est un problème pour les services de francisation, parce que là, on a ouvert, la CAQ a ouvert les services d'intégration de francisation à tous les temporaires. Les temporaires, ils ont une date d'expiration, on s'entend. C'est pas tout le monde qui adhère. Benoît Dubois a démontré ça. Mais même ceux qui arrivent, la majorité vont quand même partir. Ils n'ont pas le choix. Donc, c'est pas vrai que la majorité vont rester. Et c'est le gros défi qu'on a maintenant, c'est parce qu'on a pris cet envol-là, c'est de ramener les choses à un système contrôlé. Et c'est ça qui va être le défi actuel, puis à maintenir dans un Québec indépendant. D'accord. Une autre intervention ici. Daniel Tochan. Je remercie les 3 orateurs et le texte de notre cher collègue qui était particulièrement instructif. Nous apprenons la face objective des choses là-dedans. Et c'est absolument décisif. Si votre livre à vous, que j'ai déjà encensé. Oui. Je viens ici pour reculer et dire il y a une phrase qui a fait virer la conversation générale. Cette phrase, c'est « Les Québécois n'accepteront pas de ne pas jouir de la libre circulation au Canada. » Vous êtes en train de dire qu'ils veulent rester Canadiens. C'est ça que vous êtes en train de dire. Au lieu d'être absolument fiers du progrès qu'il y a d'avoir une culture originale et de bien vouloir la faire partager aux étrangers qui veulent venir ici et à qui on fait la faveur d'entrer dans notre nation et en plus de financer la chose, n'est-ce pas? Il manque ici une vision et ça s'appelle être colonisé. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Je vois quelqu'un derrière et quelqu'un ici. Alors allons-y là-bas. Oui, vous. Oui. J'ai travaillé dans le domaine de l'immigration. J'ai travaillé au ministère de l'immigration pendant pas mal d'années. Essentiellement. Et votre nom? On vous entend pas. Plus fort. Debout. Essentiellement. Debout. Et votre nom, c'est pour se montrer. Lorsqu'on dit que l'immigration contribue au déclin du français, il y a des nuances. Essentiellement, c'est l'immigration non franco-trope qui contribue au déclin du français, mais ce n'est pas la seule raison. L'immigration franco-trope, c'est comme les Québécois de la société d'accueil, contribuent peut-être même à améliorer le français, ou en fait, c'est à peu près au même niveau que la société francophone d'accueil. Et ce n'est pas la seule raison du déclin du français. Les jeunes qui sont vraiment, qui sont complètement absorbés par la culture anglo-américaine, c'est un enjeu majeur d'anglicisation. Alors, distinguer immigration non franco-trope versus l'immigration franco-trope. Alors, franco-trope, c'est de langue maternelle française venant de pays essentiels colonies françaises, maghrébins, Amérique latine, etc. Il y a vraiment une nuance, sans donner des jugements de valeur sur telle ou telle immigration, mais disons faire la distinction au niveau des choix linguistiques. Merci. Vous? Oui, on n'a pas osé que ça n'a pas changé. Donnez-vous. Il n'a pas osé que ça n'a pas changé. Là. En 1965, j'ai travaillé dans West Island. Et puis aujourd'hui, on est rendu. West Island a pris de l'expansion. C'est pas mal partout. J'ai un fils qui s'occupe des cadets à Laval. Il s'occupe des cadets d'aviation. Et puis son groupe est anglais. Il parle uniquement en anglais.
Mon fils est bilingue, il n'y a pas de problème avec ça. Ma fille travaille pour Santé Québec. Elle est au téléphone, elle travaille, elle est infirmière. Elle doit être bilingue, puis elle est bilingue. Alors, on a-tu le choix d'être bilingue ou pas? Ça a changé drastiquement d'année en année. J'ai des exemples de 65. Il y avait des Anglais qui parlaient français. Un Frank Fletcher qui était mon patron. Il dit, comment ça se fait, vous parlez un aussi bon français, M. Fletcher? C'est un British. Ben, il dit, moi j'ai passé 4 ans en France avant d'immigrer au Québec. Donc il parlait un français impeccable. J'ai un autre patron, dans les mêmes années, Andrews, un Écossais. M. Andrews, il dit, do you speak English? Yes, sir. Connaissez la ville, vous ne connaissez pas la ville, j'arrivais de la Mississippi. Donc, tu sais, OK, il dit son secteur, c'est West Island. Donc là, c'est Temple of Front Royal, et tout ça. Puis le gars, il me pose comme question. Il cassait le français. Comment on dit ça? Une mop en français. Hein? Le gars, il me dit ça. Ben là, je dis, ah, ben de voir c'est ça. Il dit, mon ami, c'est une serpillière. Serpillière, comme en France. Aujourd'hui, je pose des questions à mon voisin qui est, mon deuxième voisin qui est un Roumain, puis il a de la misère un peu à parler français. Il dit, ben c'est ça, ma femme adore ça. Elle travaille dans l'informatique, les filles vont à l'école française. Il dit, moi je travaille avec des Russes puis des Ukrainiens dans la mécanique. Avec notre langue, pour se comprendre, c'est l'anglais. On se parle en anglais, parce qu'on se comprend. Sinon, on ne peut pas travailler. Hein? C'est ça la réalité. J'en ai des exemples de même à tour de bras. Qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je veux dire que ça a changé beaucoup. Ça a changé depuis 65. Ce qu'on disait, 65 avec... ce qu'on disait tantôt, c'est qu'on approche bientôt 15%, c'est ça, monsieur? L'électorat. L'électorat on n'est pas dans le même naturalisé. L'électorat naturalisé, peu importe leur langue d'origine, c'est près de 15%. Ça va l'être au prochain recensement. Là. Je pense que Pierre va me confirmer ça. Parce qu'on était déjà à 14% en règle. L'exemple de même, on pourrait en sortir. Si les gens n'en sortent pas. Ce pas des exemples, il faut garder l'ensemble. L'ensemble, oui. L'ensemble, c'est Montréal, Brossard, Brossard, Mont-Saint-Hilaire, Alouette. Une intervention là-bas. Je parle plus de questions, là, c'est des interventions. J'aimerais savoir si on peut avoir accès aux diapositives. Oui, bonne idée. On va avoir accès à la présentation qui a été faite. Présentation et sur si Anne-Michel veut les partager, on peut probablement les faire partager. Oui, on peut sûrement. Je ne sais pas ce qui était prévu ou non. Mais... Je les ai photographiés. Ils vont être envoyés à Gilbert pour que Gilbert puisse les mettre sur le MQ. Écoute, c'est public maintenant, on s'entend? C'est filmé, c'est sur notre page Facebook et ça va être sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Toute la présentation. Puis, oui, tu vas voir les données. Les couleurs. Bon. C'est les couleurs. Oui, j'ai 2 interventions, Max. Oui. Pardon? Oui, mais on peut aller un peu plus s'il y a d'autres Madame Meg, oui. Oui. Si le Québec imposait le français pour obtenir le fameux certificat, quels moyens ont déjà été pris ou devraient être pris pour créer des conditions pour que cela devienne un objectif réaliste? Il ne suffit pas de décider que c'est ça, mais quels moyens on met en place pour faire en sorte que cette exigence ne devienne pas une chose impossible à atteindre. Mais c'est pas compliqué, là. Déjà, ça existe pour l'immigration permanente. La CAQ, maintenant, là, a décidé que ça prend un niveau, sauf pour les plus grands, les talents mondiaux, je ne sais pas comment ils les appellent, là. Ça, là, ils doivent s'engager à apprendre le français.
Mais pour les autres catégories, dépendants, je ne sais pas des temps. Mais c'est une exigence. Et la façon qu'ils savent, c'est quand quelqu'un fait leur demande, ils doivent montrer les résultats des tests linguistiques qui sont reconnus. Fait que c'est pas compliqué. S'ils n'ont pas des résultats. Pour le temporaire, mais c'est essentiellement la même chose qu'ils pourraient faire. Et il n'y a rien, c'est changement de règlement, est-ce que ça prendrait un changement de loi, l'Assemblée nationale, je ne sais pas. Les employeurs n'aimeraient pas ça, on s'entend. Pour le permis d'études, c'est autre chose, mais les employeurs, c'est faire travailler des gens sur les chaînes de production, ils n'ont pas besoin de connaître le français, point de vue de... Et donc, c'est pas tous les employeurs comme ça, mais il y en a beaucoup. Et donc, si par contre, pour avoir un CAQ pour emploi, une des conditions, c'était d'avoir un test linguistique démontrant qu'ils sont au moins débutants. Les débutants, là, ça leur permet pas de s'épanouir au Québec. C'est pas un niveau assez élevé. Mais c'est quand même, ça peut se faire. Mais ils veulent pas le faire. Et ils n'insistent pas non plus. On a intervenu, à un moment donné, j'ai intervenu avec la Société Saint-Jean-Baptiste lors des auditions sur le 96. Et on a parlé du fait que l'Office pourrait exiger aux employeurs de mettre en place des mécanismes de francisation là où ils ont des employés qui en ont besoin. Ça ne se fait pas non plus. Donc, il y a des choses encore qu'on pourrait se faire, qu'on pourrait insister, pour avoir un certificat de francisation comme en entreprise, pour mêler les choses, la francisation entreprise et la francisation des personnes, ça pourrait faire partie, mais c'est pas le cas. C'est vraiment, je le dis, il y en a des employeurs qui sont soucieux de cette question-là, mais c'est des sous et ce sont des gens temporaires. Tu investis dans des employés qui vont... Ils aiment ça, les temporaires, parce qu'ils peuvent justement, on a moins d'ordre en ce moment, tu sais, vous retournez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Ils ont pas... C'est vraiment épouvantable la précarité des personnes avec un permis temporaire. Parce que j'ai pas vu un chiffre qui disait qu'il y avait 32% de ceux qui arrivent en permanence, c'est parce qu'ils sont entrés comme temporaires. Ça pourrait être ça, ça dépend si on parle de quelle catégorie et tout ça. Mais j'avais fait des calculs. À certains moments, ça peut même être 50%, parce que même dans le regroupement familial ou d'autres, ils sont déjà ici, puis ils deviennent résidents permanents. C'est ça qui fait créer le système à 2 étapes. Et là, tout le monde dit, dans le permis ouvert, mais c'est pas ça. Ça prend la permanence. Très bien. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais demander à nos panélistes s'ils veulent faire une dernière intervention. Je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas de réponse facile. Je voudrais simplement vous remercier de votre patience et je voudrais quand même faire une remarque, répondre à Mario à propos du diable qui est dans les détails. Quand on va dans les pays d'immigration en Europe, où on connaît la loi du sol, et vous allez dans un hôpital en Italie ou n'importe où, vous allez pouvoir être servi par les services de santé, même si vous ne parlez pas l'italien. Alors pourquoi il y a un problème au Québec? Donc ça, c'est ma réponse à la question. Je pense que la loi du sol signifie exactement ça. La deuxième chose que je voudrais dire, on parle de capacité d'accueil, on parle d'intégration des immigrants. Est-ce que vous n'avez pas été frappé que les 3 panélistes sont des immigrants?